Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième série de notre balado Au revoir. Aujourd'hui, on est avec M. Jacques, M. Garneau, bienvenue. Content d'être avec vous. Vous cumulez à vous deux 118 ans d'expérience, c'est pas rien. Vous avez commencé, ça fait déjà plusieurs années, on peut dire comme ça. Je suis curieux de savoir comment vous avez rentré à l'époque. Comment on commence dans le monde funéraire à cette époque-là? Monsieur Jacques, je vais commencer avec vous. Moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans parce qu'il manquait de personnel. Ça fait qu'ils m'ont demandé de venir travailler pour l'entreprise. Okay. On était sur place. C'était une entreprise familiale. Ça fait que j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai été étudié à Ottawa. Et quand je suis revenu, j'ai commencé mes cours à l'Université de Montréal parce que c'était des cours d'été en thanatologie. Ça fait que, mais, au cours de l'été et au cours de l'année, on travaillait quand même à la maison parce que c'était familial, comme je viens de dire. Fait que jusqu'en 65, j'ai toujours été à la maison. OK. Monsieur Garneau? Moi, j'ai été élevé dans l'entreprise familiale. Mon grand-père a parti d'une entreprise familiale, ça fait longtemps. Après ça, mon père et ses deux frères ont repris l'entreprise funéraire. Je vivais dans la cour de l'entreprise funéraire. Fait que c'était pour moi quelque chose qui était un petit peu normal. Je suis allé faire mon cours, comme Jean-Pierre, à l'Université de Montréal, parce que c'était là que ça se donnait en 1967. J'ai été diplômé en 1967. J'ai commencé 2 ans avant. Là. C'est comme ça qu'on était là-dedans. Ça a toujours été une entreprise familiale. Moi, après ça, comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est que je suis parti de Cap-de-Madeleine pour m'en venir faire un stage à Saint-Romuald. Et puis, je suis resté ici. J'étais supposé venir pour un bout, je suis encore là. Après toutes ces années. J'ai rencontré une fille, ça m'a fait coller plus longtemps. Je suis retourné chez moi après 4 ans. Mon père, il dit, ça va faire, il dit, viens à ta maison. Là. C'est toi qui prend la relève. J'étais le plus vieux des gardeaux. Mais je suis retourné là-bas, c'était plus chez moi. Je suis revenu aussi vite à Lévis. Et j'ai acquis la maison ici de M. Claude Marcoux. Pour connaître aujourd'hui ce qui est devenu Groupe Garneau. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu. C'était tout petit quand on a commencé. Maintenant, c'est rendu tellement gros que je suis quasiment content d'être proche de ma retraite. Ma fille va être poignée avec, excusez l'expression. Puis, qu'est-ce qui nous motive encore aujourd'hui, après toutes ces années-là, à continuer? Parce que vous pourriez individuellement décider de prendre une retraite, mais de ce que je comprends, puis des discussions qu'on a eues ensemble, vous êtes encore présent. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut encore être là? Moi, j'y vais encore à tous les jours. Oui. L'entreprise, c'est une histoire de famille. Je connais tout le monde. J'ai été impliqué dans à peu près tout ce qui bougeait dans Lévis. Je me suis impliqué tant et autant parce qu'il fallait que je me fasse connaître. Oui. Fait qu'aujourd'hui, j'y vais. J'ai encore vécu une expérience, ça fait pas longtemps, là, d'un de mes amis qui arrive, c'était un samedi matin, tu es encore sur la job, t'attends de prendre ta retraite. Parce que j'attends. Si je ne serais pas venu un matin, je t'aurais manqué. Fait qu'on ne se serait pas vu. Fait que c'est pour ça que je continue à y aller, je connais tout le monde, voilà. Je vais par plaisir. Oui, OK. Ah, oui. Monsieur Jacques, pour vous? Moi, ce qui me motive encore, c'est qu'en 2013, on a eu l'incendie, la tragédie du lac Mégantic. L'entreprise, la bâtisse a été détruite à 100%. Il faut recommencer à zéro. Ça fait qu'il a fallu, se prendre en main pour reconstruire. Ça fait que moi, je me suis occupé des services funéraires, alors que mon fils, lui, s'est occupé là, de restructurer l'entreprise. Rencontrer des ingénieurs, architectes, contracteurs, acheter de l'équipement. Et là, on a reconstruit cette entreprise-là. Suite à ça, mon fils, en 2018, il s'est lancé en politique. Ça fait qu'il a été élu avec 5 000 votes d'avance sur son adversaire. Ça fait qu'il a fait du très bon travail. Parce qu'il voulait relancer aussi, pas juste l'entreprise, relancer la ville. Ouais. Parce que la ville, on avait perdu 600 personnes. Sans parler des commerces, des commerçants. Les commerçants, le centre-ville, les personnes qui travaillaient dans le centre-ville avaient été obligées d'arrêter de travailler là, parce qu'ils avaient perdu leur emploi. Ça fait que là, suite à ça, mon petit-fils est arrivé. C'est pour ça que je reste dans l'entreprise pour lui aider.
pour continuer l'entreprise. Parce qu'on a tellement travaillé fort durant cette période-là que je ne me vois pas capable d'arrêter de travailler. C'est un peu ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui nous donne la force à rebâtir après ça? Parce que vous auriez très bien pu dire, on a fait beaucoup d'années, ça a été beaucoup de belles années, mais là, vous avez complètement reparti un projet presque à zéro. On reconstruit, on recommence à zéro. Qu'est-ce qui nous donne la force de continuer? La tragédie est arrivée, c'est que je suis parti de la maison parce que quelqu'un est venu nous avertir qu'on était pour brûler à ma résidence même. Et je suis parti, puis je suis monté jusqu'à la Croix, parce que c'était sur une montagne, là. Et je suis redescendu dans un stationnement où il y avait une petite église. Et là, j'ai vu comment la bâtisse était en train de brûler, puis que c'était fini. Il y a une petite larme qui a tombé. Là, j'ai vu toute l'entreprise qu'on avait à ce moment-là, la bâtisse qu'on avait, et je me suis dit, on aura mieux quand on va reconstruire. Puis c'est ça qui est arrivé. On est mieux organisé aujourd'hui. Pour rebâtir, finalement, là, il y a votre fils qui vous aide, il y a votre petit-fils qui embarque avec vous là-dedans. Ben là, il est embarqué plus tard parce qu'il a fait son cours. Ouais. C'était, disons, vers 2000. Oui. Vers les années 2000, qui est revenu. Mais en attendant, mon fils en faisait tellement que j'ai été obligé de le remplacer par 5 personnes. Peut-être pas tous à plein temps, mais ça a pris 5 personnes pour le remplacer parce qu'il tournait sur une dizaine. Il travaillait très fort. Ouais, il y a la notion du travail, il y a la notion de l'expérience aussi, j'imagine. Il y avait de l'expérience. Autre question, autre sujet. Tous les deux, vous avez été approchés dans le temps par des organisations qui ont voulu vous acheter. Vous auriez pu vendre, vous n'étiez pas obligé justement de passer à la famille. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on décide de ne pas vendre à d'autres groupes, à des plus grands groupes parfois, puis de maintenir l'entreprise familiale? M. Garneau, j'irai avec vous là-dessus. Ah, moi, ils m'ont courtisé beaucoup. Oui, parce que j'imagine. J'étais dans ce temps-là président de la corporation. Ouais. Et pour eux autres, ils réussissaient à convaincre le président de faire le saut avec eux autres. C'était une victoire. Parce que plusieurs de mes amis, de mes grands amis qui ont vendu. Moi, j'étais au Hilton avec mes 2 filles. Et puis, ils nous ont fait une offre que je n'aurais même pas imaginée. Puis, j'ai dit à mes filles, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on ne vend pas. J'ai dit, va lui dire. Fait qu'ils sont allés voir les Américains qui arrivaient du Texas. On dit, on ne sait pas à vendre. Quand il sera à vendre, on vous appellera. Fait que là, on a commencé à dire, il faut commencer à grandir. Fait qu'on a commencé avec une petite entreprise en 80 où je faisais 100 funérailles par année. Cette année, ma fille, elle va en faire 1000. On a aussi été un petit peu novateur parce qu'on a construit des complexes funéraires à Lévis qui étaient plus gros que ce qui se faisait à Québec. Ouais. Fait qu'on a bossé un petit peu pour des fous. Je me suis fait même dire par mon avocat, tu t'en vas où avec ton Taj Mahal? C'était le meilleur deal de ma vie. Fait que maintenant, on a tout intégré, tout ça fait à la même place, puis on a acheté des compétiteurs. On les a achetés. Du plus petit, on est devenu le plus gros. Fait que ma fille est partie. J'ai perdu une de mes filles il y a 2 ans. Ouais. Ça a été une maladie dégénérative. Celle qui reste, je pense qu'elle est plus folle que moi. Elle va encore grandir. Fait qu'on est en projet de faire d'autres acquisitions présentement. Je pense que ça finira pas jamais parce que j'ai un petit-fils qui est intégré avec nous autres, une petite fille qui se prépare à s'en venir travailler avec nous autres. Je pense qu'ils vont faire... Fait que la relève est présente. Ils vont bien faire ça. Ouais. Oui, pas inquiète. Monsieur Jacques? Mais nous, là, lorsqu'on a brûlé, là, tout le monde voulait nous acheter. Mais ils savaient qu'on était détruits. Ça fait qu'ils pouvaient nous avoir à bon marché. Ouais. Mais mon objectif, c'était de rebâtir l'entreprise. J'étais pas intéressé à vendre. Fait que c'était de réussir à la repasser finalement à la famille puis de perpétuer ça parce que ça venait quand même de votre père aussi au départ de tout. Fait qu'il y avait un peu cette notion-là de l'entreprise familiale qui continuait, tu sais. On rebâtit puis on continue. Mais c'est parce que là, on est rendu, là. Mon père a commencé en 1936. Il a commencé chez Bouchard et Fils à Québec. Et il a acheté Lac-Mégantic en 1946. Ouais. Là, ça va faire 80 ans qu'on est là. Moi, je me vois pas, je suis pas capable de vendre cette entreprise-là qui a été construite avec le temps. Oui, il y a un attachement familial. Il y a un attachement familial. Personnel puis familial à travers tout ça, à travers cette histoire qu'on a. Je vous amène sur une autre question. Vous avez vu les rythmes funéraires évoluer beaucoup. On parle de 1936. J'imagine qu'entre 1936 puis aujourd'hui, il y a dû avoir une évolution assez marquée dans ce qui se faisait.
au début, ça durait très longtemps. On a parlé ensemble un petit peu de chez vous, au début, que ça durait très longtemps. C'était presque 7 jours par semaine. Comment ça l'a évolué, ça, jusqu'à aujourd'hui, où on voit des rites funéraires qui sont beaucoup plus courts? Je suis curieux de vous entendre un peu. Comment ça a évolué dans le temps pour en venir jusqu'à aujourd'hui? En 1946, quand mon père a commencé, c'était comme 6 pieds sous terre. Tout se faisait dans la même maison. Ouais. Il y avait 2 logements dans la maison. Il y avait le salon funéraire, le laboratoire, les garages, les salles de montre. Mais, puis les gens exposaient jour et nuit à tous les jours de la semaine. Ouais. Alors qu'à présent, les gens exposent seulement 2 ou 4 heures les fins de semaine avec l'incinération, alors que dans ce temps-là, les gens étaient tous embaumés. Oui, c'est extrêmement différent. Monsieur Garneau, vous parliez tantôt du complexe que vous avez bâti, justement. Comment ça change la méthode avec laquelle on reçoit les gens? Comment on vit ça maintenant? Avec un complexe comme vous avez bâti. Comme Jean-Pierre disait, moi, c'est mon grand-père qui a commencé ça. Ouais. Après, ça a été mon père avec ses 2 frères, puis moi, je suis parti. Fait que c'était différent. Je suis arrivé ici, et puis j'ai commencé à regarder ce qui se passait autour. Et puis, j'ai été nommé président de l'Association des directeurs de funérailles du Canada. Fait que je me promenais partout. Pour m'apercevoir que partout dans le Canada, il y avait des complexes funéraires comme on a construit sur la Rive-Sud à Lévis, et tout se fait à la même place. Pourquoi c'est comme ça? L'Église, c'est l'Église qui gérait ce qui se passait avant. C'est l'Église qui décidait combien de temps ça va durer. C'est l'Église qui décidait ce qu'il y en est. Puis c'est sûr que l'Église a perdu des plumes. Fait que nous autres, disons qu'on fallait assez voir quoi faire pour ne pas tout perdre. Comment on le fait évoluer? C'est ça. Fait que moi, j'ai vu ça en Colombie-Britannique, un complexe semblable. Ils ont construit ça chez nous. Mais quand je suis arrivé, l'archevêché de Québec n'était pas content. Parce qu'ils savaient bien que si on faisait ça, les gens ne se déplaceraient plus. Parce que les gens, aujourd'hui, il faut que ça soit facile. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Ils ont peur de déranger. Fait que tout se fait. Il faut leur faire comprendre encore qu'il faut créer des choses. Comme hier, il y a un de mes grands amis qui est décédé. Il s'est demandé l'aide à mourir. Puis lui, je suis allé le voir. Puis il dit, écoute bien, moi, je veux rien savoir. Fait que j'ai dit, écoute bien, là, toi, tu t'en vas, tes problèmes, tu t'en vas avec. Il est approche. Il dit, ta femme, tes enfants, ces affaires-là, ils vont le vivre comment? Fait que là, il m'a regardé. Ah, ils décideront ce qu'ils veulent. Mais c'est un petit peu de notre faute si c'est rendu comme ça aujourd'hui. C'est qu'il y a bien des maisons funéraires, des petits là, qui disaient, ah, faites-le incinérer, c'est moins compliqué. Ça ne tente pas. Fait que nous autres, on s'est toujours travaillé pour faire grandir l'industrie. On s'est grandi, on n'a pas perdu de vue qu'il fallait réunir nos familles puis faire une suite, parce qu'on sait, comme on parlait tantôt, c'est que les gens qui vivaient un deuil sur le coin de la rue, ou ceux qui t'appellent, va chez mon père, là, fallait incinérer, va aller chez ça en après-demain. Fait que, on le sait, ils vont vivre le deuil comment ou quand comment. Fait que nous autres, on essaye de trouver quelque chose de facile. On n'est pas là pour leur imposer rien. On les écoute. Ma grand-mère m'avait dit un jour, tu Garneau, tu parles beaucoup. Elle dit, si tu as 2 oreilles, tu devrais écouter 2 fois plus. Il faut écouter les gens, savoir quoi leur dire puis comment les emmener. On n'est pas là pour leur dire quoi faire. Les emmener à ce qui répond à leur demande, ces choses-là. Trouvez-vous qu'on est en train de perdre une touche d'humanité qu'on avait peut-être plus? Est-ce qu'on accordait à l'époque plus de temps à nos morts puis à ceux qui partaient versus aujourd'hui? Avez-vous l'impression qu'on est dans une dynamique de beau, bon, pas cher? Bien, l'Église, elle a le contrôle là-dessus. Ouais. L'Église a perdu ses plumes. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il reste plus de direction pour les gens à prendre. On fait quoi? On fait comment? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on devrait faire? On est là pour les conseiller. On n'est pas là pour leur dire quoi faire. Tu peux faire ça comme ça, vous pouvez faire ça. On s'organise, surtout avec les complexes funéraires qu'on a construits maintenant. C'est que les gens, le décès arrive chez nous. S'il y a un embaumement, ça se fait chez nous. S'il est incinéré, ça se fait chez nous. Le salon funéraire est chez nous. La salle, la chapelle est chez nous. Ouais. Puis, la salle de réception est chez nous. Puis, le columbarium est chez nous. Fait que les gens, ça, ils aiment ça. Parce qu'ils n'ont plus à se déplacer. Fait que tout se fait en même temps. Même, comme vous disiez tantôt, ça va être de plus en plus des périodes plus courtes. Ouais. On dirait qu'ils ont peur de déranger. Je ne sais pas pourquoi. Comme on dit, moi, personnellement, j'ai perdu ma fille, ça fait 2 ans. Là. Puis il est venu, 1500, 2000 personnes dans une journée. On a fait ça en 2 jours. C'était impossible. Ouais. Mais pourquoi? Pour nous autres, c'est bon, c'était pas bon pour les autres. Je
Je pense que c'est la religion qui faisait toute la différence. Ils ont peut-être abusé un petit peu. Oui. Comment on s'assure actuellement, vous parliez de l'aide médicale à mourir, avec tout ce que les gens veulent maintenant, comment on s'assure que ce rythme-là ou comment on traite les gens, comment ça peut rester chaleureux, justement? J'imagine qu'il y a de plus en plus de procédures et d'éléments du genre. Comment on s'assure que c'est chaleureux encore? Même si c'est plus court, même si ça va plus vite, même si... Mais faut être capable de les écouter et leur demander c'est quoi qu'ils veulent. Pas leur dire c'est de même, c'est comme marche, fais ça comme ça. Il faut être capable de les écouter. C'est notre force si on le fait. Puis les gens, je pense bien qu'ils sont un petit peu perdus. La vie va vite. Tout le monde court après tout le monde. Fait que il faut que tu prennes un temps d'arrêt à un moment donné. Si tu le fais pas là, dans ma tête à moi, tu vas le faire à quelque part ailleurs. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut les écouter et les dériver. Sans leur dire tu fais ça, parce que je veux pas qu'ils reviennent après, puis tu dis tu m'as fait faire ça, t'as pas une bonne idée. Ouais, c'est ça la réalité aujourd'hui. Là. Monsieur Jacques, avez-vous la même impression? Moi, j'ai la même impression que lui. C'est qu'il faut écouter les gens. Parce qu'ils sont différents. C'est qu'autrefois, tout le monde était pareil. C'était l'engouement, l'exposition. Aujourd'hui, ils ont des particularités. Ça fait qu'il faut réellement être à l'écoute des gens. Avez-vous l'impression que les gens vous demandent des affaires beaucoup plus particulières qu'à une certaine époque? J'imagine que quand l'Église était là, il devait avoir un certain standard. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, les demandes particulières ou le sur-mesure a évolué? Les demandes sont différentes parce que les personnes sont exposées au salon. Comme M. Garneau disait, tout se fait au salon. Réception, condoléances. Ensuite, tu peux avoir un prêtre, mais tu peux avoir un célébrant également. Ouais. Ça fait que là, il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent plus. Ça fait que là, on leur demande s'ils veulent avoir un prêtre ou un célébrant. Ça fait que... Ça change un peu toute la dynamique. Ça change la dynamique. Oui, à 100%. Puis avez-vous l'impression que c'est rendu plus maintenant une célébration de la vie versus une célébration de la mort d'une certaine façon? C'est que nos cérémonies, on appelle ça hommage à la vie. Oui. Parce qu'on prend des thèmes sur la personne. On prend tout est personnalisé à la personne qui est décédée. Mm-hmm. Je m'en vais sur une question. On a beaucoup parlé du volet de vos familles, mine de rien, parce que vous avez décidé de maintenir l'entreprise dans la famille. C'est comment de travailler avec sa famille? Est-ce qu'on est plus exigeant peut-être avec ses enfants, avec ses petits-enfants, qu'on le serait avec des employés? C'est différent, M. Garneau, je dirais avec vous. Puis peut-être avec votre fille? Moi, je me rappelle, quand mon père me regardait, il me disait « fais ci, fais ça ». Il disait « tu me watches tout le temps ». Tu faisais quelque chose de pas correct, mais il le voyait. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'avec le temps, on apprend à voir. Ma fille, non, je pense que je la laisse aller. Il y a une confiance qui s'établit et qui grandit. Disons qu'elle était à bonne école, elle veut beaucoup. Je la laisse aller parce qu'elle a beaucoup de projets. Et puis, je pense que je l'ai pu. Elle m'arrive avec des patentes des fois. Elle dit tu penses que c'est un bon livre, vas-y. Parce que tu devrais être meilleur. Comme je disais à mon petit-fils dernièrement, qui est avec nous depuis un an, il dit tu devrais être meilleur que moi parce que je t'ai appris ce que je savais, puis je t'ai appris ce que je n'ai jamais réussi à apprendre. Fait que je l'ai. Puis je vérifie. Les familles viennent me voir puis ils me disent tout hey, ton petit-fils, il est pas mal bon, il va être meilleur que toi. Fait que ça, c'est positif en même temps. C'est un peu un gage de réussite d'une certaine façon. Puis moi, dans ma tête, l'entreprise, je l'ai gardée pour eux autres, parce que moi, personnellement, pas intéressé à la vendre. Comment je la vendrais, ça va me donner quoi, là? Et puis je leur ai dit, c'est que si à un moment donné, ça ne vous tente plus, vous prendrez des décisions différentes. Absolument. Mais je pense bien qu'avec ma fille, là, présentement, ça n'arrivera pas. Elle est plus folle que moi. Monsieur Jacques? Moi, dans mon cas, pareil. C'est que les gens rencontrent mon petit-fils lors de la planification des funérailles. Puis après, ils me disent qu'ils sont très satisfaits de voir ce qu'il fait. Ils sont surpris de voir tout ce qu'il peut apporter. Vous considérez-vous plus exigeant, par exemple, avec lui que vous le seriez avec un employé? Plus exigeant, pas nécessairement. J'essaie d'avoir un équilibre entre les employés et lui-même. Pour traiter tout le monde de la même façon. Tout le monde, j'essaie. Autre question, je suis curieux de vous demander, on a beaucoup parlé des éléments qui changent, les rites ont changé, les technologies changent. Monsieur Garneau, vous venez d'en faire référence. Qu'est-ce qui ne change pas?
qu'est-ce que vous avez considéré qui n'a jamais changé? T'sais? Par exemple, depuis de 46 à aujourd'hui, qu'est-ce qui ne change pas puis qui reste? Qu'est-ce qui ne change pas? Il y a toujours des condoléances, presque tout le temps. Ça j'ai l'impression que ça va... OK, il y a une diminution sur ça, mais ça continue quand même. Sauf, il y a une chose qui change beaucoup, par exemple. C'est que les gens, autrefois, on allait les inhumer ou les placer dans le columbarium. Aujourd'hui, souvent, ils partent avec les cendres. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec. Ça fait que ça, c'est tout un changement. Absolument. M. Garon, pour vous? Oui, comme Jean-Pierre dit, c'est que les cendres, on n'a pas de contrôle dessus. Ouais. On dit aux gens, par exemple, chez nous, si vous voulez en disposer, ça ne savez pas quoi faire avec, les noirs, on va vous aider. On n'est pas là pour faire une cérémonie, puis merci beaucoup, c'est fini. On est là pour continuer à les supporter, on est là pour continuer à les écouter. Et je pense bien que ce qui a changé le plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des demandes qu'on ne peut même pas imaginer, des choses qu'on fait. Moi, j'ai toujours dit, tant qu'on respecte la personne décédée, puis qu'on respecte la loi, on peut faire n'importe quoi. On a fait des patentes, je peux vous dire ça. Là, on a essayé des choses. Mais c'est correct. Mais c'est comme on dit, j'ai vécu dernièrement une madame un monsieur qui est décédé, sa femme vient me voir, elle dit tout ce qu'elle voulait faire, elle voulait recevoir les condoléances avec les cendres, elle dit tu peux-tu apporter mon urne? Ben oui. Elle m'est arrivée avec une vieille canne de café rouillée. Elle dit, elle aimait bien ça prendre un café, peux-tu mettre ses cendres là-dedans? Ben oui, on l'a exposé avec là-dedans. Et après, on est allé le reconduire au cimetière. Qu'est-ce qui arrive dans un autre balado? On parlait beaucoup de cette dimension-là. Maintenant, les gens partent avec les cendres, mais quand, par exemple, c'est notre mère, c'est notre fille, c'est notre attachement proche, bon, l'urne reste à la maison, mais les générations suivantes, à un moment donné, ils ne vont pas traîner toute la famille à vitam aeternam. Selon vous, il se passe quoi après? C'est une problématique? Pour vous montrer, je viens d'avoir une expérience là, cet automne. Il y a une condo, un condo de Lévis qui m'appelle. Ils m'ont dit, une petite boîte dans un des appartements d'une famille qui est partie, c'est quoi? Fait que je suis allé voir, j'ai bien vu que c'était une urne. On a vérifié parce qu'on peut savoir d'où elle vient, cette urne-là, qui est cette personne-là, parce que chaque corps est identifié. Puis eux autres, ils avaient décidé qu'ils le laissaient là. C'était fini. Bye-bye, on est parti. Fait que nous autres, on a communiqué avec la maison funéraire, ça venait de la TUC. Fait qu'on l'a retourné à la TUC, puis la TUC a communiqué avec la famille, puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec. Nous autres, on a fait ce qu'on avait à faire, parce que moi, que ce soit des cendres ou un corps, c'est toujours le même respect, c'est la même personne dans ma tête à moi. Voilà, tout le monde est égal chez nous. Peu importe ce qu'ils vont faire, tout le monde est égal. Est-ce que, selon vous, M. Jacques, j'envoie question, est-ce qu'on devrait continuer à autoriser ça? J'imagine oui, mais d'une certaine façon, après ça, si les gens ne savent plus comment disposer, ça devient quand même difficile. C'est quand même un bon problème de gestion pour le futur. C'est difficile de changer les règlements là, de la loi. Sauf, pour revenir à ce que M. Garneau disait, c'est que après plusieurs années, il y en a qui ramènent les cendres. Ils sont allés les voir dans les garde-robes. Et quand le deuxième décède, ils prennent un columbarium puis ils installent les deux dans un columbarium. Souvent, ça arrive. Fait que ça serait la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Qu'on pourrait avoir, ce serait de ramener l'urne. Fait qu'à partir du moment où je ne sais plus comment en disposer, je ramène le plus possible l'urne, au final. C'est ça. Parce que la loi ne dit rien. Les cendres, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Vous n'avez pas le droit de jeter l'urne dans le fleuve avec les cendres, mais vous avez le droit de jeter les cendres dans le fleuve sans l'urne. Fait qu'à ce moment-là, les gens peuvent les enterrer dans le cours chez eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent qu'il y en ait. Mais je leur dis après, si vous faites ça, vous allez déménager dans 10 ans, ce qui va se passer. Mais où on s'en va, on le voit chez nous, là. On a un columbarium, on en a même 2, on en a même 3, on en a plusieurs. Là. C'est que dans la loi, on a des contrats qu'on fait avec les familles pour mettre 50 ans chez nous. Oui. Après 50 ans, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, après 50 ans, nous autres, on est quand même responsables des cendres. À ce moment-là, ce qu'on fait, il faut les garder en quelque part. J'en ai chez nous, peut-être une couple de sang là, dans une voûte. Ils sont partis, ils sont disparus, ils n'ont pas réclamé. Ou bien notre fois, ils font un funéraire pour regarder, ils vont venir chercher d'un mois, puis ils ne reviennent pas d'un mois. Fait qu'on les garde. On en est responsable tant et autant qu'ils ne viennent pas les chercher. On regarde, on a un autre projet, là. Je regarde ça avec ma fille, là. Ça va être un gros projet pour ça. On va avoir une voûte
Pour réussir à entreposer, à maintenir, à protéger aussi. À les garder, parce qu'on en est responsable. Si quelqu'un revient au bout de 100 ans, puis je vais avoir les cendres de mon grand-père, il faut mieux les avoir. Il faut potentiellement l'avoir, absolument. Il faut les avoir. J'amènerai sur une dernière question. On a beaucoup parlé de vos familles, de la relève actuellement. Je serais curieux de vous demander qu'est-ce que vous souhaitez à ces prochaines générations-là? Qu'est-ce que vous les souhaitez? Monsieur Jean, je commencerai avec vous. On parlait de votre petit-fils, justement. Bien, il est très intéressé à l'entreprise. Fait que je souhaite qu'il garde l'entreprise, qu'il la développe, parce qu'il y a tous les outils qu'il faut là, pour mener ça à bien. Monsieur Garneau, pour vous? Je souhaite de continuer à avoir du plaisir à faire ce qu'ils font. C'est bête à dire, on est dans l'entreprise funéraire. Mais si tu aimes ce que tu fais, je pense que c'est parti pour ça. Là. Je pense que les jeunes ont une bonne relève. Là. On est rendu loin, là. On est rendu à la 5e génération. Là. Et puis, moi, quand j'ai commencé, on le savait. Tu vas chez un corps, tu l'exposes, tu fais des funérailles à l'église. Mais même avant moi, j'ai vu mon grand-père exposer à la maison privée. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Ça a changé. On a changé avec ça. On savait pas trop ce qu'on s'en allait. Là, on commence à savoir ce qu'on s'en va un peu. Mais qu'on sache ce qu'on s'en va, ça va changer encore. Fait que ça va être leur défi à eux autres. Mais disons qu'ils veulent continuer, je pense bien qu'ils ont quelque chose qui est bien monté. Jusque où, dans les prochaines années, vous voyeriez cette entreprise-là grandir, selon vous? Tant qu'ils veulent. Tant qu'ils veulent. On n'a pas de limite après ça. C'est la folie qui va nous guider. Tant que je vais être encore vivant, parce que là, je suis proche de 80, que je suis proche d'autres choses. Fait que, non, moi, c'est pas une folie, c'est juste... Je suis fier de ça. Tu sais, je suis content de les voir aller. Puis ils veulent. Fait que... Mais ce ne sera pas comme aujourd'hui. Non, ça va changer. Ils ne feront jamais ce que lui et moi, on a fait, parce que nous autres, dans ce temps-là, on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Eux autres, ils ont vu ça le perpétuer, et puis ça va être plus facile pour eux autres. Mais on va être plus facile. On verra ce que la loi fera et ce qui se passera dans le temps, parce que ça va changer. Monsieur Jacques, Monsieur Garneau, merci. Ça a été un incroyable plaisir de parler à toute cette expérience aujourd'hui, puis je vous souhaite à vous autres et à vos familles aussi beaucoup de succès dans le futur. Surtout aux familles. Oui. Le plaisir était pour nous. Absolument. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.